votre santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonjour Lionel, et bonjour 60 minutes pour tout savoir sur votre santé, c'est un peu ramasser maintenant notre nouvelle formule. Parce que 60 minutes, on s'est rendu compte qu'on pouvait décrocher. Et donc, bon, voilà, peut-être que on tombera sur des émissions plus longues que d'autres, mais on a cassé ce cadre que l'on avait auparavant en disant on fait 1 heure, etc. etc. Voilà, on arrête quand on a fini notre sujet, point barre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très d'actualité, puisqu'on retrouve cette intelligence artificielle dans plein de domaines. Moi-même, je m'en suis un petit peu amusé avec des photos, par exemple, qu'on peut animer. Et maintenant, on parle de l'intelligence artificielle en médecine, est-il ? Oui, alors, effectivement, en médecine, on peut utiliser de plusieurs manières l'intelligence artificielle. Soit pour aider le médecin à faire un diagnostic, soit, comme voudraient certains, pour le remplacer, ce qui me paraît beaucoup plus difficile. Mais c'est apparu dans les années 50, ensuite ça s'est considérablement développé, et l'intelligence artificielle connaît actuellement un essor considérable dans tous les domaines, mais particulièrement en médecine, où certains y voient même la possibilité de remplacer le médecin dans les déserts médicaux avec des sortes de cabines de téléconsultation. Mais ces cabines de téléconsultation, on va en dire 2 mots tout de suite, sont maintenant remises en cause, parce qu'elles favorisent des diagnostics incomplets, une surprescription d'examens, une surprescription d'antibiotiques, une surprescription d'arrêt de travail. C'est forcé. Quand on n'a pas le patient devant soi, le médecin ne peut pas faire un diagnostic précis, déjà que c'est pas toujours facile, et donc il a tendance à se couvrir avec par des tas d'examens ou par des usages de médicaments qu'il n'aurait pas donné s'il avait pu examiner le malade. Mais l'ennui, c'est que ces cabines de consultation, dont certains voulaient équiper, qui ont commencé à équiper certains déserts médicaux en disant il n'y a pas besoin de médecins, on va les remplacer par des cabines de consultation. On commence à se rendre compte des limites, et pourtant elles sont défendues dans les plus hautes sphères de l'État, mais qui pensent, je pense, cèdent au lobbying de... Donc on est bien d'accord, c'est le médecin qui voit en vidéo son patient. Voilà. Il voit en vidéo, mais il ne le touche pas, il ne peut pas le palper. Alors peut-être que pour certaines choses... Alors oui, pour certaines choses, bien sûr, ça peut... jouable. Voilà, pour d'autres, ça me semble curieux. On ne peut pas l'ausculter, on ne peut pas le palper, donc c'est un peu embêtant. Donc ça ne permet pas de faire une bonne médecine. Ça peut permettre un dépannage. Par exemple, vous êtes enrhumé, vous éternuez. Bon, s'il n'y a pas d'essoufflement et tout, c'est peut-être pas la peine de vous ausculter. On peut vous prescrire 2 ou 3 médicaments. C'est possible. Mais enfin, il y a encore que souvent, les 2-3 médicaments, les patients les connaissent. Oui, mais voilà. Ils vont se les chercher eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est absolument pas la panacée. Ça peut être un petit dépannage, comme le ferait le pharmacien, mais ça ne peut pas être une panacée. Alors, pour revenir à l'intelligence artificielle, l'INSERM, l'INSERM, c'est l'Institut de recherche médicale, a consacré à ce sujet beaucoup d'articles qu'on peut consulter, si ça intéresse, sur le site de l'INSERM, sur Internet. Et c'est ainsi qu'on va apprendre que lors du développement de l'intelligence artificielle, en médecine, elle s'est divisée en 2 courants. Certains qui tiennent les tenants d'une intelligence artificielle dite forte, qui vise à concevoir une machine capable de raisonner comme l'humain, et puis
à côté de ça, d'autres qui sont pour une intelligence artificielle plus faible, qui est destinée simplement à concevoir des machines capables d'aider les humains dans leurs tâches, mais sans les remplacer. Et si le fait de ça ne fait pas polémique. Par contre, le développement d'une intelligence artificielle forte qui remplacerait l'humain génère des angoisses, hein, et le risque de développer, de développer une machine supérieure à l'homme aussi, mais pas douée de sa propre conscience. Alors, pour revenir à la médecine, il y a des domaines où c'est très intéressant l'intelligence artificielle, comme la radiologie, parce que la radiologie, c'est ni plus ni moins que de la photographie, quoi. Et là, l'intelligence artificielle possède une base de données tellement importante qu'elle peut établir des comparaisons entre différents clichés et donner, si ce n'est un diagnostic, tout au moins une appréciation plus fine que ce que pourrait faire peut-être un radiologue. Et de nombreux radiologues s'aident de ces outils-là. Alors après, quelle est la responsabilité professionnelle si une décision est prise avec l'aide d'un système décisionnel automatique? C'est pour ça qu'il faut quand même que le professionnel doit connaître le degré de fiabilité de cette intelligence artificielle et prendre sa décision en fonction de ces critères. Alors, petite question quand même. Avec maintenant toutes les analyses que l'on peut faire sur un patient, de la prise de sang, et des examens médicaux, etc., etc., est-ce que quand même on pourrait pas à distance surveiller, même mieux que ça, quoi, diagnostiquer un malade en réponse à, je fais le néophyte, une prise de sang, un contrôle de ses poumons, un contrôle de ci, de là, là, et après, le médecin tranche. Alors, si après le médecin tranche, oui. Sinon, c'est faisable, mais c'est une source d'erreur énorme. Ah bon? Par exemple, j'ai un copain qui est hospitalisé actuellement. On lui a trouvé un taux de créatinine. La créatinine, c'est un marqueur, c'est un déchet, mais ça sert de marqueur pour évaluer l'activité rénale. On lui a trouvé un taux de créatinine très important. Et si on ne regarde pas à côté, on se dit il fait une insuffisance rénale. Peut-être qu'il va en développer une, c'est vrai, mais ce monsieur, il a perdu 6 kilos en 4 jours. Donc, il a perdu 6 kilos, c'est pas de la graisse qu'il a perdu, c'est de l'eau. Donc, il est très concentré. Il faut d'abord le réhydrater et refaire un dosage après pour voir si effectivement ce chiffre n'était pas... le chiffre n'était pas faux, le chiffre était exact, mais si c'était pas dû justement à cette déshydratation. D'accord. Et ça, si on ne fait pas rentrer tous ces critères, on fait des erreurs. Alors tu vas me dire, l'intelligence artificielle peut faire rentrer ces critères. Oui. Mais je sens une hésitation. Oui, parce que d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a un besoin de construire un cadre législatif. Un mort-vivant qui vient de passer. Oui, il faut construire un cadre législatif et puis des règles éthiques pour encadrer l'utilisation de ces systèmes. Pour certains, ils voient dans l'intelligence artificielle la solution miracle qui pourrait permettre de pallier le manque de médecins. Mais il suffirait de décrire les symptômes, de faire des analyses, et de donner tout ça à l'ordinateur pour qu'il décide d'un diagnostic. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est ce que tu disais tout à l'heure, et qu'il fasse une ordonnance. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Parce qu'en médecine générale, la médecine en général, et particulièrement la médecine générale, n'est pas une science exacte. Elle se situe au carrefour de nombreuses disciplines médicales, et le médecin, il fait le lien entre le savoir scientifique et l'humain. Parce que l'humain, il va décrire, prenons 10 personnes,
avec un symptôme bien précis, on aura 10 descriptions différentes, selon le ressenti. On ne peut pas... J'ai mal au ventre, oui, beaucoup. Ah oui, moi, c'est affreux, c'est la douleur que j'ai. Et le même truc, une autre personne dit, oui, ça me gêne. Mais bon. Donc, il y a beaucoup de signes en médecine qui ne sont pas objectifs, mais qui sont subjectifs. Et je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle fasse la différence entre tout ça. Et le médecin va chercher, lui, à savoir ce qui, dans le discours du malade, est véridique et ce qui ne l'est pas. Enfin, ça ne veut pas dire que le malade mente, mais ce qui semble important et ce qui semble accessoire. Parce que quelquefois, le malade va décrire de manière très importante un symptôme qui en fait est accessoire et va oublier un symptôme essentiel qui permettrait le diagnostic. Parce que les symptômes ressentis peuvent être très variables pour la même lésion. Oui, d'accord. Voilà. Pour la même maladie. Voilà. Et pour l'instant, les machines ne sont pas capables de faire ce tri, ce qui en limite l'utilisation pour prendre des décisions médicales. Est-ce que ça pourrait ne pas venir? Mais tout pourra venir, bien sûr. Peut-être. Mais bon, le problème, c'est que, et pour clore la discussion là-dessus, c'est que si, sous prétexte de scientisme, on décide de confier notre santé à des automates, on accepte une relation qui exclut toute empathie ou chaleur humaine. Et cela, même en augmentant les relations interindividuelles, en agrémentant cette chaleur humaine, qui en agrémentant les relations interindividuelles, permet souvent d'atténuer la douleur et la souffrance. Car là où la machine ne peut apporter une réponse technique, même pertinente, le médecin peut apporter une réponse humanisée, parfaitement adaptée au cas du malade, en prenant en compte non seulement son problème pathologique, mais aussi tout son environnement, moral, familial, culturel, social. C'est pas la même chose pour tout le monde, selon l'endroit où il vit, selon son éducation, bon. Quitte à ce que cette réponse, celle du médecin, perde un peu de sa pertinence, en s'éloignant du consensus thérapeutique, mais donc il faut espérer que dans l'avenir, le rôle du médecin ne se résumera pas à celui d'un technicien uniquement capable d'interpréter des résultats d'analyse, parce que ça, l'intelligence artificielle sait le faire, elle le fait mieux que lui. Mais j'aime bien cette conclusion. Enfin là, on peut dire que le dernier mot n'est toujours pas établi, et il y en a encore pour quelque temps. Oui, je pense pour quelque temps, et en plus je pense que autant l'aide est souhaitable, autant confier l'ensemble l'ensemble de l'examen et les trucs n'est pas souhaitable, parce qu'il manquera toujours la chaleur humaine qui relie un patient à son malade. Oui, mais pourtant, sans vouloir pousser le bouchon trop loin, je suis peut-être un peu à côté de la plaque, on confie bien quand même nos examens à des machines. Ah oui, parce qu'on leur demande simplement un résultat chiffré sur un... Ah oui, mais j'ai vu des machines, moi, qui... je parle pour moi. Ah oui, mais excusez-moi, là, vous voyez, je peux pas bien voir, la machine me dit pas... Oui, mais après, c'est pour ça que moi je fais partie d'une génération qui est en voie d'extinction, où on considérait que la médecine était un art, et non pas forcément... Pourquoi un art? Parce que c'était l'art d'interpréter la science en fonction du malade qu'on avait devant soi, et qui n'est pas toujours le même malade, donc l'interprétation n'est pas toujours la même. Bon, eh bien nous allons nous quitter pour cette semaine sur ces bonnes paroles, et nous vous disons à très vite. À bientôt. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.